Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum, docteur. Alaikum salam. Vous allez bien? Alhamdulillah. Barakallahu fik, Oustad, pour votre présence pour ce deuxième épisode. Je vous propose aujourd'hui, Oustad, si vous le voulez bien, de parler de l'Waqf, qui est un outil extraordinaire qu'on a dans notre religion. Et pourquoi je voulais en parler avec vous, Oustad, c'est parce que je trouve que sur le terrain, mon observation, et je suppose que peut-être que vous le voyez aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations qui sont dans une démarche de récolte de fonds perpétuelle. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de temps, alors que dans notre religion, on a des outils pour ça qui nous permettent peut-être plus d'autonomie. Et donc, je voulais en parler en long et en large avec vous pour peut-être revivifier, revaloriser cet outil extraordinaire qu'on a. Peut-être pour commencer, est-ce que vous partagez cette observation, Oustad, et peut-être après aussi définir ce que c'est que le Waqf? Effectivement, d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans les différentes visites que j'ai pu avoir ici et là en Europe, cette problématique de récolte, de dons est très pesante. On comprend, parce que de toute façon, les premières générations, elles prenaient les premières solutions qu'elles avaient. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. Au contraire, c'est louable et elles ont fait beaucoup de travail pour qu'aujourd'hui, on puisse trouver des centres, des mosquées, etc., sans trop d'efforts. Et donc, cette problématique de récolte, elle est très, très pesante malgré tout, tous les vendredis, tous les ramadans, parfois plusieurs fois par semaine. Et franchement, on a des outils justement qui rendaient la chose beaucoup plus gérable. Et parmi ces outils, on a un outil qui est le Waqf et qui est tout simplement le fait d'immobiliser un capital. C'est dans le cadre des donations. C'est-à-dire ça fait partie des donations. On n'est pas dans les transactions à but lucratif, donc on donne. Mais ce qu'on donne n'est pas consommé, il est immobilisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une donation inaliénable. Donc on va immobiliser un capital. Ça peut partir d'un livre jusqu'à un aéroport. Donc la dimension, c'est tout ce qui ne se consomme pas avec l'utilisation. Okay. Et donc à partir de là, et si on veut un petit peu faire un parallèle, on peut faire ressembler les actifs Waqf aux actifs qui sont loués, qui peuvent être loués par exemple. Donc pourquoi? Parce qu'on ne peut louer en général ce qui ne se consomme pas avec l'utilisation. Donc, on ne va pas louer un litre d'huile qui va être consommé dans le processus d'utilisation. Donc par contre, on peut louer une machine. On peut louer un immeuble, on peut louer une hache si on est dans le domaine forestier. On peut louer tout et n'importe quoi en termes d'outils qui ne se consomment pas durant l'utilisation. Donc, on loue le capital, on immobilise le capital, mais après, l'usufruit part en donation. Et ce qui vient dans le Waqf, c'est qu'on peut choisir ces cibles de Waqf, qui peut bénéficier de ce Waqf en fonction des circonstances de la période où le Waqf est effectué. Ouais. Donc, par exemple, on peut immobiliser un bien immobilier, un building dont la rente financière va financer un orphelinat, un hôpital ou diverses activités. Exactement. Le Waqf immobilier, c'est l'un des Waqf les plus connus qu'on a eu dans la civilisation, et c'est quelque chose qui peut financer un certain nombre de cibles dont on va parler par ailleurs en détail, je pense, mais d'une manière générale, des actions qui peuvent être, qui sont en général du cadre bénévole. C'est ça. Donc, pour faire le parallèle avec notre situation initiale, plutôt que la mosquée fasse des récoltes de fonds perpétuelles, elle pourrait, comme je l'ai vu par exemple en Angleterre, avoir un restaurant dont les bénéfices sont reversés à la mosquée, avoir un parking payant dont les bénéfices sont reversés à la mosquée, etc. C'est ce genre de mécanique dont on parle. Et même le fait de limiter le Waqf à la mosquée, c'est une conséquence de la colonisation, à mon sens. Ouais. L'une des principales démarches que la colonisation a pris, par exemple, au Maroc, c'est de centraliser le Waqf. C'est une sorte de démantèlement, en fait. Ouais. Parce que la décentralisation du Waqf permettait aux populations locales de bénéficier de ces Waqf précédents et donc d'avoir beaucoup d'autonomie, beaucoup de ressources financières pour le développement local. Donc, ce n'était pas quelque chose qui allait à la capitale
pour que la capitale se développe et les régions périphériques restent à la marge. Donc le fait de restreindre le waqf à la mosquée, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui, par exemple, on l'observe dans pas mal de pays maghrébins, on a l'impression que le waqf, c'est la mosquée en fait. Ouais. Ici en Europe, c'est pire. Même les mosquées n'ont pas de waqf. Donc en fait, ça serait une première étape que de pouvoir faire en sorte que les mosquées aient des business et des actifs. Donc moi, souvent, je constate ça et je conseille ça. Je dis, plutôt que de faire des récoltes chaque semaine, faites un effort une fois par an. Une fois par an, un gros effort. Plusieurs milliers d'euros et prenez un actif. Prenez comme ça, enfin, ça peut être un restaurant, ça peut être acheter une start-up halal, ça peut être rentrer comme associé dans un business qui est licite, ça peut être acheter un appartement, ça peut être acheter une ferme et qui peut être par la suite exploité s'ils en ont les moyens logistiques et opérationnels ou loué quand on n'a pas la possibilité de suivre opérationnellement tout ça. Et ces revenus vont venir alimenter chaque mois le centre, la mosquée. Au lieu de devoir à chaque fois... Parce qu'il y a un aspect psychologique un peu pesant de voir ce petit sac d'argent circuler chaque semaine devant les fidèles. Parfois, il y en a, ils te disent, moi, ça lui fait perdre l'orientation, le goût. Il y en a qui sont faibles en termes de foi, etc. Ouais. Et ça les dérange. Ouais, et puis ça t'occupe tout le temps en fait. On a l'impression que toute l'activité de la mosquée, c'est ça, alors qu'il y a beaucoup plus de projets. Ils font que prendre de l'argent. C'est ça. Il y en a qui disent comme ça. Mais je connais beaucoup d'associations, la moitié de leur temps heure, elle est dépensée dans la récolte de fonds, alors qu'ils font très peu l'activité, le core business de l'association. Ils n'ont plus le temps de le faire parce qu'ils passent leur temps à récolter l'argent. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Finalement, on peut se poser la question, c'est quoi le paradigme du waqf à la base? C'est la volonté d'autonomie? C'est quoi l'objectif final? Le paradigme d'abord, le waqf, c'est quelque chose qui caractérise la communauté musulmane de manière quasi exceptionnelle. Ce n'est que très récemment, dans les derniers siècles, qu'on a commencé à voir tout ce qui est trust qui se répandent dans les autres civilisations. Le waqf, c'était dès le début dans la civilisation islamique, et le paradigme, en fait, on peut tirer plusieurs visions fédératrices dans le waqf. L'une des principales visions, c'est que les locaux sont plus à même de gérer leurs problématiques que les délégués centraux ou les représentants centraux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un local connaît d'abord la mentalité locale, connaît les besoins locaux, il a plus d'efficacité à gérer ses propres exemples. Je donne ses propres affaires. Je donne souvent cet exemple, celui des puits que font les associations pour l'eau, pour sortir de l'eau pour les villages, etc. Il arrive que le puits, quand il est creusé par des associations locales et purement des compétences locales, puisse coûter dans les 10 000 euros. Par contre, quand ce sont les autorités centrales qui doivent le refaire, avec toutes les commissions, les analyses, les audits, les risques, les intermédiaires, les frictions financières, les bâtiments, les loyers, les personnels, les représentants, pour que ça revienne et ça soit investi dans le puits, et ensuite on a des audits et un report, etc., les transferts d'argent, etc., où on va déposer l'argent, etc., 10 fois plus. Ouais. 100 000 euros. Ouais. Pour quasiment le même résultat. C'est ça. Pour quasiment le même résultat. C'est la responsabilité locale ou l'autonomie locale. C'est la responsabilité locale, l'autonomie locale et surtout l'efficacité. Là, on parle d'économie, on parle d'efficience, on parle d'optimisation, on parle de pratiquement de... C'est un ROI presque, c'est-à-dire combien on va devoir poser pour pouvoir faire bénéficier la population locale de X montant en euros par mois, par exemple. Donc, on est vraiment dans une optique d'efficacité. Et le paradigme aussi, c'est que il y a un certain nombre de responsabilités qui, à la base, ne sont pas une responsabilité de l'État. Ça n'est arrivé qu'avec l'avènement de l'État moderne. Donc, on parle du 18e, 19e et 20e siècle, surtout quand l'État moderne est devenu un État quasi divin, quasi omnipotent, quasi omniprésent, qui doit savoir tout sur tout, gérer tout sur tout et savoir même ce que tu fais en détail de ton portefeuille, ce que tu fais en détail de tes voyages, de tes sorties, où est-ce que tu rentres, où est-ce que tu sors, etc. Et donc, forcément, tout ce qui est santé, éducation, troisième âge, services sociaux, tout ça, ça a été centralisé. Tout ça, ça a été centralisé. Or, quand on contemple les exemples dans la civilisation,
tout ça, c'était des initiatives de Waqf. Et donc, le Waqf déchargeait énormément les autorités centrales de la majeure partie des dépenses, en fait. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, en fait, que les taxes sont quasiment inexistantes, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que à quoi servent les taxes dans l'État moderne? Justement, à financer ce genre de services. L'éducation, on parle de pratiquement 20 à 30% du budget. La santé, on parle pas quelque chose comme 10 à 15% du budget. Les intérêts de la dette, là aussi, on commence à parler de énormément de choses. Bon, avant, ça n'existait pas, heureusement. Et donc, on parle de choses qui représentent le service de la dette, quelque chose comme 10% du budget, 15% du budget. Donc déjà, on a les grosses parties du budget qui vont dans ces choses-là. Quand on ajoute le fait que on a eu des exemples de Waqf qui géraient même les dimensions juridiques et militaires qui sont vraiment des pouvoirs extrêmement régaliens, on se rend compte qu'en réalité, on était dans une optique où les marchés avaient la possibilité d'être efficients au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de friction financière, quasiment pas de taxes, et donc on permettait au marché d'agir dans un cadre optimal. Tout ça grâce au Waqf. Tu vois la conséquence indirecte. Ouais. Donc c'est quelque chose qui donnait aux populations locales la possibilité de gérer leurs propres affaires, leurs propres problèmes et de décharger les autorités centrales d'un poids énorme. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être revenir à la naissance même des Waqf? C'était quoi les premiers exemples du temps du prophète Mohammed sallam de Waqf qui pouvaient exister? On a énormément. Non, c'est pas nouveau. On a énormément d'exemples. On a l'exemple de Omar ibn al-Khattab dans le terrain qu'il a eu à Khaybar. Il a dit: je n'ai pas eu d'autres richesses meilleures que celle-là, d'autres acquisitions meilleures que celle-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu veux, tu peux immobiliser le capital et donner l'usufruit en aumône. Et c'est ce qu'il a fait. Omar ibn al-Khattab direct. C'était un terrain qu'il avait, c'est ça? C'était un terrain. Il a immobilisé. Et il a donné l'usufruit en aumône et il a dit ce capital ne se vend pas, ne s'hérite pas, quand vous dites il a immobilisé ce capital, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est donné fils sabilillah sans que personne ne le reçoive en propriété. Ça veut dire que ce terrain ne lui appartient plus, il appartient à la collectivité. En fait, c'est comme s'il l'a donné, il l'a sorti de sa richesse. Voilà. C'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les richesses appartiennent à Allah, mais sur terre, chacun a une propriété sur quelque chose. Là, dans le Waqf, même cette propriété est enlevée. D'accord. Donc, il n'y a personne qui le possède. Et donc, c'est son usufruit sur lequel on peut agir, orienter et bénéficier. Et donc, cet usufruit, on peut désigner le bénéficiaire. On a aussi l'exemple de Uthman ibn Affan, le fameux Bi'r Roma. Les Waqf de Uthman ibn Affan sont encore présents jusqu'à aujourd'hui dans la péninsule arabique. C'est impressionnant. Donc c'était un puits qui était... En fait, quand ils sont arrivés à Médine, les compagnons, ils ont remarqué que l'eau de Médine n'avait pas le même goût que l'eau de la Mecque. Peut-être un peu plus salée. Enfin, il y avait une différence. Et donc, il y avait un seul puits qui avait quasiment les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques que la Mecque. Et il était possédé par un juif. Et donc, le Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté et il l'a immobilisé pour les musulmans. Et ça c'est un Waqf formidable. On a aussi... vous dites que jusqu'à aujourd'hui... On a des Waqf de Uthman ibn Affan qui sont jusqu'à aujourd'hui répertoriés. Subhanallah. Subhanallah. Et on a également... Ce ne sont plus des puits aujourd'hui, ce sont peut-être... bien sûr, des actifs, des business, des terrains, des fermes, sûrement, il doit y avoir énormément de choses. Et on m'a dit que tout autour de la Mecque, il y a encore beaucoup de Waqf qui sont là, qui financent en fait les frais du cadre. Bien sûr. On a même des Waqf pour les étudiants. Pour les étudiants qui viennent de le Maghreb. On a des Waqf pour des étudiants qui viennent de le Maghreb. Donc on a des Waqf pour à peu près tout. On va parler des exemples, mais pour rester sur les premiers exemples d'abord, on a aussi le Waqf de Abu Talha. Le Waqf de Abu Talha, radiyallahu anhu, c'était sa meilleure ferme. C'était une ferme, un ha'it, dans le centre-ville, avec des palmiers de top classe, et il l'a mis en Waqf. Quand il a entendu le verset, et le fait d'entendre ce verset qui dit vous n'atteindrez pas ce degré de bonté jusqu'à ce que vous donniez ce que vous aimez. Il a dit, mais moi, qu'est-ce que j'aime? La chose que j'aime le plus, c'est ce terrain, c'est ce jardin, c'est cette ferme. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sabilillah,
Et c'est là où on a le fameux Rabih al-Bay'. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'on voit comment les premiers compagnons Omar ibn Khattab, c'était une réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Recommandation, même pas une obligation, juste une orientation, il l'a fait tout de suite. Abu Talha, c'est une réponse à un verset. Il a entendu le verset, tout de suite il a répondu. C'était comme ça que la première communauté s'est construite, avec ce dévouement en fait. Donc ça, c'était des exemples parmi la première génération. Ok. Et aujourd'hui, on a encore tout un tas de waqf qui existent. Vous me disiez, au Maroc, en fait, c'est très très commun d'avoir beaucoup de waqf qui financent des hôpitaux, des universités. On avait. En fait, dans les exemples de waqf, on a des exemples dans la civilisation musulmane. Ibn Battuta, dans son périple dans le Grand Orient, a raconté qu'à Damas, il y avait tellement de waqf qui finançaient. On avait des waqf qui finançaient un peu tout. Je dis même pas n'importe quoi, juste beaucoup de choses. Librairies, fontaines. On avait des waqf qui finançaient les mosquées, les écoles, les écoles militaires, les juges. On avait des waqf qui finançaient les fermes, les jardins. On avait des waqf qui finançaient les personnes âgées, les orphelins. On avait des waqf à Fès, on avait des waqf pour les oiseaux migrateurs. À ce point. C'est vrai que vous avez dit ça tout à l'heure, j'ai pas rebondi là-dessus, mais c'est vrai que dans la tête des gens, comme vous avez dit, les waqf, c'est souvent pour les mosquées, alors que ça finance en réalité la vie quotidienne. Ça devrait pouvoir financer toute chose qui peut impliquer une charge, en fait. Pour la collectivité. Pour la collectivité. Ça, c'est important parce que ça ne peut pas bénéficier à... Ça peut bénéficier à une famille aussi. Ça s'appelle le waqf al-ahli. Mais ce waqf, il est soumis à la zakat, par exemple. Donc il y a quelques différences entre le waqf al-ahli ou le waqf al-khayri. Le waqf al-khayri, c'est un waqf qui bénéficie à une collectivité donnée ou à toute la collectivité. Donc on peut par exemple dire ce waqf va bénéficier à cette mosquée. Ce waqf va bénéficier à ce centre de formation culturelle. Ce waqf va bénéficier aux orphelins, aux personnes à mobilité réduite, aux femmes divorcées, aux femmes atteintes du cancer du sein, aux hommes qui n'ont pas de travail. Donc en fait, les waqf peuvent avoir la destination choisie par le waqif, ce qui est différent de la zakat d'ailleurs. C'est-à-dire que dans la zakat, on a des catégories bien précises. Et on a besoin des deux en fait. La zakat, c'est une solidarité intragénérationnelle, c'est les urgences. Ouais. Les pauvres, les indigents, les personnes en voyage qui n'ont plus d'argent, les personnes dont la dette dépasse les actifs. Donc on a énormément de cibles, mais quand on voit la caractéristique de ces cibles, c'est des choses urgentes. C'est des choses à traiter dans l'urgence. Or le waqf, on est dans du long terme en fait. C'est ça. Parce que c'est beaucoup plus rapide et facile de vendre ce capital et de le donner en aumône que de l'immobiliser et de récolter un usufruit qui sera bien entendu bien moindre que le capital. Ça peut représenter un 20e, un 10e, un 5e du capital chaque année et qui va aller à cette cause. Donc on est dans la solidarité, à mon sens, qui est intergénérationnelle. Et ce qui est bien dans le waqf, c'est qu'en fait, par nature, il est cumulatif. Donc dans chaque génération, on a plus de waqf que la précédente, puisqu'on ne peut pas le vendre. C'est ça. Et donc imagine quelque chose de cumulatif pendant 14 siècles. Ça te donne quel résultat ? Ça te donne un résultat qu'on peut relater dans une histoire qui s'est passée à Fès. On a eu un incendie qui a touché l'ancienne Médina. Et le sultan de l'époque, en fait, même l'endroit où étaient préservés les soukouks de propriété a été brûlé. Donc en fait, on avait perdu le certificat de propriété. Il leur a dit, c'est simple. Tout est waqf jusqu'à preuve du contraire. Tu as une preuve, des témoins que ça t'appartient, marhaba. Tu n'as pas de preuve, c'est waqf. Parce qu'il y avait tellement de waqf. Ouais. Donc en fait, imagine, on va prendre ça à petite échelle. Imagine une ville où on a 100 habitations. Première génération, on a eu un waqf. Deuxième génération, on a eu un autre waqf. Troisième génération, on a eu un autre waqf. Au bout de 40 générations, on a 40 waqf. Ouais. En plus, ces waqf peuvent être fructifiés, donc ils peuvent acquérir d'autres constructions. La ville va grandir. Et donc en fait, le waqf, ce n'est que cumulatif. Donc on a du mal à imaginer comment, à long terme, la civilisation islamique peut être dans le besoin. Sauf quand on a
des comportements qui sont incompatibles avec le waqf, comme ce qui a été fait par la colonisation, ou quand on enlève Shart al-Waqf et qu'on met tout dans un seul pool et qu'on commence à dépenser à tort et à travers. Donc là, effectivement, on va à l'encontre de l'enseignement du waqf. C'est ce qui fait qu'on se tire une balle dans le pied quand on fait ce genre de comportement. Vous disiez, sauf si on fait l'inverse de Sharat al-Waqf, qu'est-ce qu'on veut dire par là, Ustad ? Alors, bonne question. Shart al-Waqf, ça veut dire en fait que celui qui a fait un waqf, à la base, le bien, c'est à lui. Donc, on n'a pas... Donc, à la base, le bien, c'est à lui, ce n'est pas au waqf. Donc, le fait qu'il a accepté de sortir le bien de sa propriété et de le mettre sous condition propriété waqf, là, on a un verset qui nous dit aux croyants, tenez-vous-en aux actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'minuna 'inda shurutihim. Donc les croyants doivent respecter les clauses qu'ils se sont données. À partir de ce verset, de ce hadith, eh bien, on voit que cette propriété n'a été sortie de sa propriété à lui qu'à condition que, par exemple, lui pensait que les scientifiques qui faisaient des inventions brevetées, c'était une valeur ajoutée formidable à la communauté. Donc il a dit, moi, mon waqf va alimenter les travaux de recherche des scientifiques qui brevettent quelque chose. Par exemple, on avait des waqf, par exemple, quand vous visitez l'ancienne médiane de Fès, l'Madrasa al-Bou'anani, il y a des structures architecturales impressionnantes, nichées au fond de la Médina, et que tu vois qu'en fait, les étudiants étaient boursiers, nourris, logés. En fait, on leur donné toutes les conditions pour qu'ils focusent sur une seule chose, la science. En Égypte, le sultan... jusqu'à 40 ans. Exactement. Non, il n'y avait pas de crédit universitaire à l'époque. Aujourd'hui, on a une bulle qui va éclater aux États-Unis sur la dette étudiante. D'ailleurs, il faut le savoir. Le sultan Hassan de la dynastie Mamelouk en Égypte avait mis en place des waqf pour une école qui finançait 100 savants de chacune des 4 écoles. 400 savants, 400 étudiants. Il exigeait qu'il y en ait 100 de chaque école de jurisprudence. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Ils étaient étudiés, pris en charge, nourris, logés, tout. Où ça, au Maroc ? En Égypte. En Égypte. Et donc, on avait vraiment la possibilité pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les scientifiques de se consacrer à une activité. Et c'était valable aussi pour les hôpitaux, d'ailleurs. Okay. On avait dans les hôpitaux, on appelait ça les malistan. Techniquement, si on devait regarder toutes les parties prenantes autour d'un waqf, qu'est-ce qu'on a ? On a la personne qui a pris le bien et qui l'a mis en dépôt pour que ça devienne un waqf, donc il l'a immobilisé. On a après quoi ? Des gérants, on a le waqif, on a le mawqouf alayh, on a nadir le waqf et on a le qadi. Le waqif, c'est le donateur. Ouais. Prenons, moi, je suis propriétaire d'un immeuble, donateur, Inch'Allah. Inch'Allah. On a le mawqouf alayh, ça, c'est la communauté ou la famille ou la personne ou la collectivité qui est bénéficiaire du waqf. Okay. Désigné, ce qui les lie ces deux-là, c'est shart al-waqif, la condition de waqf. Voilà. Je donne mon bien à condition qu'il soit donné à telle cible. Disons que je vais financer tous les étudiants en médecine. Par exemple. Ensuite, on a nadir al-waqf, c'est le gérant du waqf. Ce gérant, il a une personne distincte de la personne morale du waqf. Le waqf a une personne morale, indépendante. Le gérant du waqf, c'est celui qui s'occupe de gérer le waqf. Bien entendu, il a un salaire, etc. Donc il est rémunéré. Il peut être bénévole. Il peut être rémunéré, il peut être bénévole. Exact. Et donc, ce gérant, il va faire de son mieux pour que l'actif de waqf génère le maximum d'argent et que les bénéficiaires du waqf récoltent le maximum d'usufruit. Ouais. Et que le waqf reste dans une situation pérenne. Exactement. Parce qu'il arrive parfois que des waqf soient détruits, par exemple. Si vous mettez en waqf un chameau, une voiture, un tracteur, à un moment, il ne va plus fonctionner. C'est ça. À ce moment-là, on appelle ça l'istibdal, parce que c'est des situations exceptionnelles où on va devoir vendre l'actif et récolter une somme pour acheter un autre actif pour refaire bénéficier la communauté. Donc, et on a le qadi, ça c'est très important. C'est-à-dire que ce gérant du waqf,
il n'a pas la main libre. Il est d'abord surveillé et cadré par Charte al-Waqf. D'ailleurs, dans les normes AOIFI, on a toute une norme qui s'adresse au Waqf et qui étudie et donne les règles et les prescriptions dont il faut tenir compte pour gérer le Waqf. Et on a le Qadi, le juge. Et le juge, il est là pour surveiller le fait que ce Nadir al-Waqf ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Parce que parfois, il peut y avoir... tout le monde n'est pas angélique. Donc, beaucoup de gens ne sont pas angéliques d'ailleurs. Donc, on part du principe qu'il faut un contre-pouvoir à Nadir al-Waqf. Pour contrôler et réguler. Pour contrôler, parce que le Waqf, un jour, il va décéder. C'est ça. Donc, on doit... Aujourd'hui, avec les statuts, les règles de fondation, enfin un certain nombre de trusts, etc., on peut cadrer beaucoup de choses pour que le gérant ne puisse pas faire n'importe quoi, en fait. Et donc, en réalité... Qui décide de nommer le Nadir ou de changer le Nadir? C'est le Waqf. S'il est plus vivant? Le Qadi. Okay. Ou bien si on a mis en place des statuts qui permettent de gérer ce process. Ok. Donc, au niveau légal, par exemple, je sais qu'en Belgique, il y a un statut qui est très désigné pour ça, c'est les fondations. Ça permet exactement de faire ce qu'on vient de se dire, Inch'Allah. Excellent. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable, en fait. Très concrètement, pour ceux qui regardent, par exemple, ce podcast, nous, on fait ce podcast aujourd'hui. L'objectif, évidemment, c'est de diffuser cette connaissance et d'encourager les gens à créer leur Waqf. Techniquement, quels sont les challenges de la création d'un Waqf? À quoi il faut faire attention? Et peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas forcément des gros projets de Waqf qui sont des immeubles, ça peut être quelque chose de beaucoup plus abordable. Bien sûr, rappelle-toi des premiers exemples qu'on a cités, ça peut être quelque chose de tout petit, un petit capital, une chaise. Certains donnent une chaise pour une mosquée en Waqf. Ça peut aller d'une chaise à un tracteur, à quelque chose d'encore plus grand, un appartement, un terrain, une ferme, un immeuble, jusqu'à peut-être une école, une université. Ça peut être quelque chose de très grand. Donc, techniquement, ce à quoi il faut faire attention, c'est la pérennité. Par exemple, quand on prend la situation, pourquoi le Waqf s'est effondré dans un certain nombre de pays musulmans, parfois pour des raisons idéologiques, comme en Tunisie ou en Égypte pour un certain nombre de Waqf, parfois pour des raisons coloniales, comme ce qui s'est passé au Maroc, et donc on a recentré le périmètre du Waqf vers les autorités centrales. Donc, et donc maintenant ça va surtout vers la mosquée. Au Maroc, presque tout le monde a l'impression que le Waqf c'est pour la mosquée. C'est impressionnant comment les mentalités ont changé. On est passé du Waqf pour les cigognes à la mosquée. Je ne dis pas que la mosquée, ce n'est pas important, bien sûr, c'est la base. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est très cultuel dans la tête. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait des étudiants? Pourquoi on va avoir besoin de démanteler le Waqf pour que, quand on a des étudiants, des fuqaha, on a l'impression que c'est des gens qui sont toujours en train de chercher quand même de quoi pallier à leurs besoins. Non, au contraire, ces gens-là, ça doit être une classe sociale très forte et très indépendante. Et le Waqf, c'est l'une des choses qui permet à cette classe sociale d'être indépendante. Autrement, il sera dépendant et comme on est au service de qui nous paye. Par contre, quand c'est le Waqf qui nous paye, on n'a pas de compte à rendre à un employeur. Donc c'est très différent. Enfin, il y a des comptes à rendre au Nadir al-Waqf, mais c'est pas la même problématique. Un Nadir al-Waqf, il va vouloir que tu fasses les meilleures études possibles et les meilleurs fatwas possibles et les meilleurs travaux possibles, les meilleures recherches possibles, les meilleures inventions possibles. Quand on est employé, on a des KPIs, on a un profit et parfois quand on a à émettre des fatwas dans un certain sens, on doit les émettre dans ce sens. Coûte que coûte. Exactement. Donc, très concrètement, pour revenir à ma question initiale, docteur, j'ai envie de lancer un Waqf, à quoi je dois faire attention? À la pérennité, c'est-à-dire ça. La première chose, c'est trouver le format normatif et légal, voilà, juridique, qui va permettre que même quand je ne suis plus là et qu'on change le Nadir al-Waqf que j'ai désigné, ça n'impacte pas la bonne marche du Waqf. Et prendre en compte les différentes hypothèses futures tout de suite. C'est-à-dire imaginer que le business que j'ai mis en Waqf ne soit plus rentable. Imaginez que
le business que j'ai mis en waqf coule ou le bien que j'ai mis en waqf ne fonctionne plus. Donc vraiment faire une cartographie des hypothèses et des options pour prendre en compte tout de suite ce qui peut se passer. Et aussi essayer de mettre en place une sorte de conseil de surveillance. Un conseil de surveillance qui va un peu remplacer le juge, parce que le juge aujourd'hui n'est pas qadi. Donc une sorte de conseil de surveillance. Par exemple, je vais mettre en place un waqf, et en cas de changement majeur dans les statuts, il faut que tel et tel centre représenté par leurs représentants valide. Okay. Voilà. Ça, c'est les statuts qui ne peuvent pas être changés. Et en dehors de ça, ça, c'est les choses les plus importantes. Et comme tu as dit, ça peut partir d'un capital très petit. On peut mettre en waqf quelque chose qui vaut 5, 10 euros. Ça peut être 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Donc ça peut totalement varier. Mais le point important qu'on doit garder en tête aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'en Europe, il y a le défi de la mosquée et des centres islamiques, mais le waqf est beaucoup plus large que ça. Beaucoup plus large que ça. Ouais. Et ça peut subvenir à presque tous les besoins dont on a dans la commune. Je connais un frère, par exemple, il a acheté des châteaux gonflables qui fait louer aux fêtes de mosquées, etc. Pour les enfants. Exactement. Ah oui, et ce bénéfice-là est reversé à une association. Par exemple, ici à Liège, on a l'association des mosquées. Donc plusieurs mosquées se sont réunies. Ils ont acheté ensemble une boucherie. Et cette boucherie, les bénéfices, donc ça donne du travail à la communauté, et les bénéfices de cette boucherie est reversé chaque année à un appel à projet. Ils font un appel à projet. Celui qui a un projet qui respecte telle condition, il vient et il redistribue de l'argent comme ça. Excellent. Donc là, c'est plutôt que d'être tout le temps en train de récolter de l'argent, il y a un actif. De toute façon, on a besoin d'acheter de la viande. Ah bah oui. Autant acheter de la viande dans une boucherie qui appartient à la communauté, et c'est reversé exactement. Et ça, il faut savoir que même les non-musulmans, aujourd'hui, commencent à se rendre compte de l'importance de ce qu'on appelle en économie nationale ou en comptabilité nationale le tiers secteur. Le tiers secteur, c'est l'équivalent des trusts et des fondations. C'est un peu le waqf version occidentale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les universités les plus efficaces au monde ne sont pas des propriétés privées ou publiques, parce que en fait, le problème qu'on a dans la conception moderne de l'État, philosophiquement, c'est que quand on a à résoudre un problème, soit on le résout dans le public ou dans le privé. Il y a un tiers secteur qui n'est ni public ni privé. Il est rattaché à une communauté spécifique. Ouais. Et ce tiers secteur résout énormément de problématiques. Aujourd'hui, le tiers secteur, parfois dans certains pays occidentaux, peut peser jusqu'à 5, 6, 7, 8% du PIB. Ouais. C'est énorme. Et les meilleures universités dans le monde qu'on a, que ce soit Harvard, que ce soit Cambridge, etc., sont des trusts, des fondations, et qui fonctionnent dans un système relativement proche à celui du waqf. Ils ont leur propre fonds d'investissement, ils ont leur propre source de revenus, etc. Et ce ne sont pas des universités qui dépendent d'un ministère de l'Éducation supérieure, par exemple. Ouais. Je dois vérifier ça, mais je pense même que Cambridge, dans les documents fondateurs, ils font une référence à l'islam et au waqf. Je pense qu'il y a quelque part, et ça, je dois vérifier. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Et en Belgique, au Stade, on a une ville qui appartient pratiquement entièrement à une université qui fonctionne comme ça. C'est la ville de Louvain, l'université catholique de Louvain. Ouais. C'est pratiquement une ville qui a été construite par l'Église, et pratiquement toute la ville appartient à l'université. Ouais. C'est pratiquement le mécanisme d'un waqf. C'est ça, c'est le mécanisme d'un waqf. Et donc là, on a un exemple, et les exemples sont pléthores pour montrer que ça peut avoir une dimension très importante et vraiment alléger les engagements, que ce soit de la communauté que celle des autorités. Parce qu'au final, les engagements des autorités, c'est juste plus d'inefficience avec plus parce que quand on dit taxe, on dit coût de la vie aussi. Quand on a plus de taxes, la vie coûte plus cher. Donc, c'est un cercle vertueux, le waqf. C'est un cercle vertueux. Et peut-être une dernière question. Vous avez un exemple comme ça, vous, de waqf qui vous a marqué contemporain ou dans l'histoire, vous avez dit, en termes de créativité J'ai un exemple intéressant dans un pays où, à l'époque moderne, très moderne, il y avait zéro waqf. C'est le Niger. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y ait zéro waqf parce que c'est un pays musulman et je ne conçois pas un pays musulman où il n'y a pas de waqf. Donc, il y a forcément un lien avec la colonisation, avec un certain nombre de choses, avec le changement, les coups d'État, etc. Parce que, par exemple, en Tunisie, les waqf ont été démantelés en Égypte par des décisions centrales.
pour un certain nombre d'entre eux. Donc, le Niger, j'ai été sollicité par la haute autorité du Waqf, qui a été créée par le président précédent, pour justement adresser cette question. Et on a fait justement une formation au Waqf pour comprendre comment ça marche, gestion de projet Waqf, etc. Et on a mis en place une analyse du premier Waqf qui s'est établi là-bas. C'est quoi? C'est un terrain qui a été mis au nom de cette autorité du Waqf par la présidence du Niger. Et donc l'idée, c'était de commencer par un terrain. Donc on a commencé à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire un centre commercial? Est-ce qu'on peut faire des immeubles? Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture, etc. Il y avait énormément d'options sur lesquelles on a travaillé. Et au Niger aussi, la Banque islamique de développement a un Waqf. C'est une université. C'est un centre commercial. C'est un centre commercial qui est au milieu de Niamey et qui est un Waqf. Qui a été établi justement par cette structure. Et on voit que c'est l'un des plus beaux bâtiments de Niamey par ailleurs. Juste pour clarifier, Oustad, les domaines du Waqf, ils sont multiples. On a cité évidemment tout le domaine cultuel, mais ça peut être la santé, ça peut être diversifié, quoi. Oui, ça peut être le cultuel, ça peut être l'éducation, donc les écoles, petite enfance jusqu'à l'université, talabat al-ilm. Ça peut être la santé, donc que ce soit hôpitaux, troisième âge, personnes à mobilité réduite. Encore que troisième âge, ça c'est un concept plutôt occidental parce que le fait de faire sortir les parents de la maison, c'est pas du tout un concept islamique. Au contraire, le verset indique le contraire. Donc s'il atteint un âge avancé, chez toi, chez toi, donc c'est pas dans la maison de retraite. Mais on peut concevoir qu'il y a, par exemple, des gens qui ont perdu leur famille, etc. Ils sont seuls, donc effectivement, là, il faut prendre en charge. Mais c'est pas du tout la règle. Du tout la règle. Au contraire, ça peut être un huquq, un très grand huquq de faire ça. Et donc, la santé, donc santé, social. Éducation, le social, tout ce qui est culturel, librairie, bibliothèque, centre culturel, etc. On a aussi les infrastructures. Le Waqf peut financer des infrastructures. Un Waqf peut complètement financer un pont, un barrage, une route. Ça peut tout à fait être financé. C'est quoi la règle finalement? C'est du moment que ça profite à la collectivité? C'est ça, à une collectivité précise et que ça ne se consume pas. Okay. Et, même, j'ai vu des Waqf commerciaux. Oui, le centre commercial dont on a parlé à Niamey. Et donc, les Waqf commerciaux, c'était à Damas, à Istanbul aussi, on a énormément de Waqf qui sont commerciaux, qui sont liés à des mosquées, par exemple, et qui permettent de financer les activités de la mosquée, le nettoyage, l'électricité, etc. On a, à part le social, on a aussi par exemple le militaire, donc tout ce qui est école de formation militaire, matériel militaire, etc., garde frontière, défense, etc. On a également tout ce qui est juridique, donc les juges pour leur donner plus d'indépendance. Oui, parce que l'indépendance du juge, c'est un facteur clé de la réussite de la justice. Or dans le domaine juridique, c'est pas toujours acté, cette indépendance. Donc le juridique, tout ce qui est ornement, par exemple, les jardins, les fontaines, on avait énormément de Waqf comme ça, des jardins botaniques, des choses d'ornement dans la ville. Et donc, toutes ces choses-là et bien plus peuvent être financées par le Waqf. Comme on a dit, les inventeurs, les scientifiques, les brevets, tout ça, ça peut être financé par le Waqf. Dernièrement, j'ai vu, je ne sais plus dans quelle ville, des frères qui ont fait un Waqf, une boîte de consultants IT. Intéressant. Ils ont créé un SaaS et les bénéfices sont reversés à je ne sais plus quelle œuvre, mais pour vous dire, même une entreprise. En Mauritanie, on a une compagnie de taxi Waqf. Allah. Oui, taxi Waqf. Donc, n'importe quel business, en fait, pourrait devenir un Waqf. Bien sûr, n'importe quel business. Et alors, évidemment. Il y a une subtilité qui est intéressante aussi, c'est que ce n'est pas l'entièreté du bien ou de l'entreprise qui doit être immobilisée en tant que Waqf. On peut dire 50% de mes rentes. 5%, 50%, 95%. Il y a pas de... À partir du moment où c'est un capital qui ne se consume pas sur le principe,
ça peut être utilisé comme waqf. Ça, c'est important, en fait. On pourrait se dire, des associés qui ont créé une entreprise, ils décident... Dès le début, au lieu d'avoir 33,33% d'actions chacun dans les statuts, eh bien, ils font juste 33. C'est ça. Ou bien juste 30. Donc 10% sera... 1%, 10%, et voilà, ça va faire mal à personne au début. Après, quand ils vont gagner beaucoup d'argent, ça va leur faire beaucoup plus bizarre de se séparer d'actions qu'au début. Parce qu'au début, il n'y a pas de revenus. Donc, on recommande beaucoup aux gens de le faire au début. Ouais. Et juste pour rappeler ce que vous avez dit tout au début, en fait, le waqf, c'est considéré comme une donation. Et comme il y a cette notion de durée dans le temps, en fait, c'est une sadaqa jariya. Ou pas? C'est une sadaqa jariya, exactement. Au contraire, c'est l'exemple quasiment parfait de la sadaqa jariya. C'est-à-dire les choses ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية. Donc c'est cette aumône qui reste comptabilisée à ton actif même après le décès. Peut-être un tout dernier type de waqf dont on n'a pas parlé, c'est le waqf monétaire, financier. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Parce que ça m'a intrigué. C'est intéressant parce qu'on avait des exemples qui illustraient ça au Maroc et même le monde de la finance, même si aujourd'hui on a l'impression que le monde de la finance c'est un monstre parce qu'effectivement il a pris des dimensions parfois qui sont déraisonnables et souvent illicites. Mais le monde de la finance peut lui-même être objet de waqf. Par exemple, on peut avoir une bourse qui est totalement waqf. On peut avoir une institution financière, banque, qui est totalement waqf. Il y a des banques waqf. On a des banques waqf. On peut avoir une institution de type crédit gratuit. Par exemple, à Fès, on avait des waqf monétaires, c'est-à-dire qu'on avait un montant qui n'était pas investi dans un capital, mais qui était prêté pour des besoins pour lesquels on ne pouvait pas répondre d'une autre manière que par l'argent. Par exemple, un jeune qui veut se marier. Donc, on lui prêtait de l'argent, il allait se marier, etc. Il faisait tout. Quand il avait assez de revenus, il remboursait le crédit. Donc, on a des situations où, effectivement, on ne peut pas répondre par un capital ou par une vente à échéance, etc. Et le waqf monétaire permet de répondre à ce genre de situation de manière exceptionnelle. Et ce waqf, c'est quelque chose qu'on a eu. Ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui a effectivement existé. Okay. Donc la conclusion, Inch'Allah, c'est avec toute l'information qu'on vient de donner, j'espère que ça va motiver certains, ceux qui regardent cette vidéo, à s'approprier cet outil qui n'est pas très compliqué en fait, à mettre en place. Et d'aller vers ce chemin de l'autonomie, de la responsabilité au niveau local, comme vous l'avez vu vraiment avec des tout petits business, des fois moins de 10 000 euros, on peut 5 000 euros, on a dit même une chaise, ouais. on peut démarrer avec un waqf. Dans les pays du Golfe, aujourd'hui, on a même ce qu'on appelle les sukuk waqf. C'est-à-dire qu'on peut aller dans une institution qui va titriser, et dans le langage de la blockchain aujourd'hui, tokeniser, des titres de waqf et on peut avoir une action de waqf dans un puits. On peut acheter 5 riels, 10 riels, 1 euro, 5 euros, 10 euros et avoir sa part dans un puits, sa part dans une école waqf, sa part dans une institution waqf et on a ce titre qui, avec notre nom qui montre qu'on est participant dans ce waqf. Ouais. Et donc, comme ici, nous, on s'adresse aussi beaucoup évidemment aux entrepreneurs musulmans, pourquoi pas de plus en plus voir ce type de waqf, c'est-à-dire vous êtes associé, vous avez une boîte et il y a 5-10% qui sont dédiés à un waqf, puisque je pense même que le waqf peut être temporaire. On peut dire, je vais allouer... Chez les malikites, le waqf peut être temporaire. Chez d'autres écoles, non. Okay. Ouais. Donc, on peut mettre un waqf temporaire dans l'école malikite. Okay. Je vais répéter ça. Et donc, pourquoi pas, vu qu'on est ici sur une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat pour les musulmans, pourquoi pas, dans vos business models, réfléchir dans la répartition des parts, dire on a 5%, 10%, 1% même, qui sera dédié, immobilisé en tant que waqf. Oustad, barakallahu fikoum, merci pour ce partage. Barakallahu fik, merci pour l'invitation. Et salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.